pour le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Sur ce plateau également, Julien Bargeton. Bonjour, vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Bonjour. J'ai également le plaisir d'accueillir François Omril. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président de la CFE-CGC. Et j'accueille enfin Alain Griset. Bonjour, vous êtes le président de l'Union des entreprises de proximité. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Sophie Taillé-Polian. Est-ce qu'il faut revoir finalement le système de barème des sanctions pour les chômeurs aujourd'hui? Écoutez, je crois que le premier problème dans ce pays, c'est de créer des emplois. Que les demandeurs d'emploi, pour un certain nombre, qui ont des problèmes de qualification ou alors qui sont dans des bassins d'emploi où l'emploi est trop rare. Le premier problème pour eux, c'est quand même de répondre à des offres. Donc ça me semble être quand même la première chose à faire. Et puis la deuxième chose à faire, c'est peut-être de renforcer Pôle emploi au lieu, comme l'a fait le gouvernement dans le budget 2018, de retirer environ 3800 postes. Et en plus, là, on va en mettre davantage pour contrôler des fraudeurs qui... Et tout le monde est unanime là-dessus, sont extrêmement minoritaires. Je crois que l'urgence n'est pas là. Julien Bargeton, c'est vrai qu'on a l'impression finalement que le gouvernement prend cette réforme de l'assurance chômage en maniant un petit peu le bâton et la carotte. La croissance, heureusement, repart et nous constatons des créations d'emplois, y compris dans des secteurs qui n'en créaient plus depuis des années en France, comme l'industrie. Mais ce qui est un peu choquant, je pense, c'est que à peine la croissance repartie, déjà les entreprises se heurtent à des difficultés de recrutement. Et ce qu'il faut, c'est accompagner les demandeurs d'emploi. Si on se place du point de vue moral de la fraude, etc., on n'aborde pas le sujet de l'assurance chômage du bon côté. Je crois que ce qu'il y a dans cet ensemble de mesures, c'est bien d'accompagner les chômeurs vers l'emploi avec un ensemble de droits et aussi un ensemble de devoirs, parce que parfois on peut être démobilisé, d'ailleurs à juste titre, pour chercher un emploi. Mais c'est vrai que seuls 14%, d'après les expérimentations, seuls 14% de demandeurs d'emploi ne sont pas en recherche active. Mais donc, ce qu'il faut, c'est cet ensemble, avec notamment la formation professionnelle, 15 milliards d'euros, pour finalement inciter, sous toutes ses formes, les demandeurs d'emploi à trouver des emplois qui leur conviennent. Et donc, c'est cela que nous souhaitons faire. Il y a forcément une dimension d'obligation en face de droits nouveaux, mais je crois que l'ensemble du projet consiste bien à finalement aider de façon un peu nouvelle les demandeurs d'emploi à en retrouver. Et d'ailleurs, il y a aussi une confiance qui est faite à Pôle emploi, par exemple, plutôt que d'avoir une vision bureaucratique, eh bien de faire confiance aux conseillers pour adapter aussi leurs propositions, le fonctionnement du système à la personne qu'ils ont en face d'eux. Nous savons bien que les carrières changent, que les carrières sont moins linéaires et il faut aussi que Pôle emploi, tout simplement, tienne compte des évolutions du monde contemporain. Avec des postes en moins imposés par le budget 2018, M. Bargeton. Non, il n'y a pas de postes en plus, il y a 3800 postes en moins dans le budget 2018 voté par vous-même. Alors, on va vous faire agir, François Omril, à cette réforme. Il y a effectivement ce volet qui concerne le contrôle des chômeurs. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 200 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, est-ce que ça vous paraît un bon moyen justement de rendre en adéquation l'offre et la demande? Vous savez, le fait qu'il y ait des contrôles, c'est nécessaire. Mais ce qui se passe actuellement nous semble plutôt procéder de l'effet d'annonce. Notre analyse à la CFE-CGC, elle est la suivante. Elle est qu'il y a effectivement, et je pense que ça va dans le sens de votre intervention, il y a effectivement des problèmes de mobilité en France. Nous, syndicalistes, on voyage beaucoup en France. On va sur les sites des entreprises et on rencontre des personnes qui nous disent effectivement nous avons du mal à recruter à cet endroit. Et je crois que la question de la mobilité elle est centrale. C'est la question de la mobilité géographique. Il y a certaines études qui nous indiquent que la mobilité géographique aujourd'hui pour les gens en France est peut-être plus faible qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens sont moins mobiles, pourquoi est-ce qu'effectivement ils ont moins facilement accès à se loger, tout ça, ça contribue à créer des problèmes de mobilité. Et puis il y a aussi la question des offres d'emploi qui sont faites dans le dispositif de Pôle emploi et qui ne correspondent pas effectivement aux compétences et aux aspirations des gens. Et nous on pense à la CFE-CGC qu'il faut en terminer avec ce discours sur les offres non pourvues qui sont dans notre analyse, qui ne sont pas des offres sérieuses pour des travails vraiment qui sollicitent des compétences, qui permettent une évolution de carrière. Il faut très clairement qu'à
qu'à Pôle emploi, on augmente la capacité de cet organisme à agir en soutien pour vraiment gérer des évolutions de carrière, pour conseiller les gens. Il faudra faire des contrôles. Moi, je dois vous dire, le fraudeur professionnel, vous savez, il y a des études qui nous le montrent, l'aléa moral en France, il est plutôt plus faible que la moyenne européenne, c'est moins de 1%. Et vous pouvez renforcer les contrôles comme vous voulez, le fraudeur professionnel, vous n'arriverez pas à l'attraper. Par contre, effectivement, en augmentant les contrôles, eh bien, on va arriver à attraper des gens qui sont un peu perdus dans le système. Et ce qu'il faut pour les gens perdus dans le système, il faut leur donner de l'accompagnement. Alain Griset, sur ce qui vient d'être dit, et notamment justement ce problème aujourd'hui eh bien, de ces offres qui ne sont pas pourvues, alors qu'il y a de la création d'emplois qui se fait. Je pense qu'il est indéniable de dire qu'en particulier les entreprises que le 2P représente, les entreprises artisanales, commerciales et professions libérales, il y a dans nos secteurs des dizaines de milliers d'entreprises qui ne trouvent pas des salariés qui correspondent à leurs besoins. Lorsqu'on est dans une période où il y a un peu de reprise, et on peut espérer qu'elle continue, ça peut poser un vrai problème pour nos entreprises que d'avoir des marchés et de ne pas pouvoir y répondre. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est naturellement pouvoir trouver les salariés compétents pour développer nos entreprises. On pense qu'effectivement, l'accompagnement d'un certain nombre de chômeurs et leur formation sont des passages obligés pour réussir à répondre à cette équation, et que par ailleurs, si vraiment il y a des excès, il faut effectivement les sanctionner. Mais je crois qu'en réalité, beaucoup de chômeurs cherchent à trouver un emploi. Le tout, c'est qu'on puisse leur permettre de s'adapter, parce que la société évolue beaucoup, les emplois changent eux-mêmes, et que souvent, on a en face des personnes qui ne sont pas du tout adaptées à nos entreprises. Ouais. Sophie Taillé-Polian, on sait que le gouvernement veut revoir cette définition d'une offre raisonnable d'emploi, en revoyant peut-être aussi les critères géographiques. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, comme je l'ai dit, je pense que le problème, il est quand même d'abord dans le nombre d'emplois qui sont offerts et qui sont insuffisants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui ne trouvent pas de salariés en face. Là, c'est vrai que les salariés puissent éventuellement se former. Mais les entreprises doivent bien prendre en considération que quelqu'un qui a les compétences pour se former peut être embauché. Et là, il y aurait un accompagnement intéressant à mettre de la puissance publique pour faire en sorte que cet emploi soit pourvu. Mais ce n'est pas en culpabilisant les demandeurs d'emploi qui sont dans une situation parfois, et même souvent, et même presque tout le temps, difficile, soit stigmatisés, qu'on va résoudre le problème. Alors, l'emploi raisonnable. Mais je crois que si un emploi est raisonnable, pour un demandeur d'emploi, écoutez, il le prend. Parce qu'il faut arrêter. Ou alors, effectivement, comme disait monsieur, il y a quelques fraudeurs, mais qui sont, je dirais, tellement l'infime minorité qu'on va mettre davantage de moyens à les pourchasser et qui seraient mieux utilisés auprès des gens qui sont dans une recherche réelle d'emploi, qui sont l'immense majorité. Moi, je voudrais revenir sur un autre point, parce qu'il a été dit que c'était en contrepartie de nouveaux droits. Les contreparties des nouveaux droits, pour qui sont-ils ? Les gens, les démissionnaires et éventuellement les auto-entrepreneurs. Et on sait que cette promesse d'Emmanuel Macron, elle est remplie à minima. C'est un changement de logique important. C'est un changement de logique pour 20 000 personnes pour chaque dispositif. Donc c'est pas un changement de logique, c'est pas vrai. C'est une façon extrêmement limitée de répondre à une promesse de campagne. C'est vrai qu'au début, ça devait être ouvert à tous les démissionnaires. Là, on voit que ça sera les démissionnaires avec un projet de reconversion professionnelle bien précis. En ce qui concerne les professions libérales, les indépendants, ça sera pour ceux qui sont en liquidation judiciaire. Ça avait quand même des contraintes. On n'avait pas forcément compris ça pendant la campagne électorale. En tout cas, c'est un critère nouveau. Il fallait changer la logique de l'assurance chômage. On peut toujours ensuite voir où il faut mettre les curseurs au fur et à mesure. Mais c'est une première évolution importante dans le changement de la logique que des démissionnaires puissent commencer à avoir droit à l'assurance chômage. Je crois que le sujet de la formation professionnelle est très important et le gouvernement, en mettant 15 milliards, veut aussi orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Donc il faut accompagner les chômeurs pour qu'ils trouvent de l'emploi, mais il faut aussi que l'emploi corresponde aux formations des chômeurs. Et on avait en France un système pas toujours égalitaire ou parfois même inégalitaire, c'est-à-dire c'était déjà les mieux formés qui bénéficiaient en plus de davantage de formation. Là, il faut vraiment réinverser la logique pour que ce soit d'abord les demandeurs d'emploi qui bénéficient de la formation professionnelle. Il y a aussi la réforme de l'apprentissage. Vous voyez bien que tout cela va ensemble. Ça, c'est pour le plus long terme, pour aussi
renforcer la Si on reste sur la réforme de l'assurance chômage, l'assurance chômage, qui encore une fois, mais moi je partage ce qui a été dit d'ailleurs ici, c'est que c'est une question d'accompagnement et personne ne dit qu'il faille rendre les personnes responsables, mais en revanche, le système, et notamment sur l'offre raisonnable d'emploi, il s'agit de la tourner plus vers le demandeur et le conseiller. Et on verra ce qui sort des propositions, mais l'objectif, l'orientation du gouvernement, c'est finalement que cette offre raisonnable soit aussi plus discutée en souplesse, en proximité avec le demandeur. Est-ce qu'il y a eu un recul du gouvernement sur la question de l'indemnisation, justement, des démissionnaires qui ne sera pas généralisée? Écoutez, moi je vais vous répondre franchement. Moi je pense qu'on a évité la catastrophe parce que nous, à la CFE-CGC, quand on a entendu parler de cette possibilité d'indemniser au même niveau que les autres tous les démissionnaires, on pouvait s'attendre au pire. D'abord pour les comptes de l'assurance chômage, qui paye et pourquoi. Et puis aussi, il faut considérer, vu du point de vue de l'entreprise, c'est que l'acte de démissionner est un acte qui parfois est un peu soudain. Quelqu'un qui, le matin, considère que on lui a pas parlé comme il faut, etc. Et que s'il n'a pas derrière son acte de démissionner la garantie d'être indemnisé pendant un certain temps, il y regarde à deux fois. Et vous savez, les conditions de travail aujourd'hui dans les entreprises sont pas si simples. Il y a un phénomène de désattachement. Il est constaté, il est mesuré de beaucoup de gens dans l'entreprise. Et ouvrir la possibilité pour les gens qui démissionnent d'être indemnisés au même niveau, sans un contrôle, sans des critères précis, c'était ouvrir la possibilité, peut-être, pourquoi pas, d'handicaper beaucoup les entreprises qui auraient perdu des bonnes compétences à ce moment-là et qui, pour certaines, auraient pu effectivement rencontrer des problèmes économiques. Donc nous, à la CFE-CGC, on est assez satisfaits de ce qui a été trouvé. Même analyse, Alain Griset? Sur les démissionnaires, moi je partage ce que vient de dire François Omril. Je pense qu'effectivement, qu'un démissionnaire qui souhaite avoir un vrai projet, qu'il puisse bénéficier de l'assurance chômage, oui, à condition que ce projet soit formalisé. En dehors de ça, on risquait d'être dans une situation extrêmement dangereuse. En ce qui concerne les indépendants, d'abord, nous avons dit depuis le début que nous n'étions pas demandeurs d'un dispositif pour les indépendants. Le président de la République l'avait promis dans sa campagne, et nous avons indiqué qu'en tous les cas de cause, s'il le mettait en place, il fallait des critères d'accès et de droit qui soient limités. Parce qu'on ne peut pas faire open bar. Il y avait eu un chiffrage du ministère du Travail chiffrant à 14 milliards le risque potentiel du coût pour l'assurance chômage. Donc le fait qu'on puisse avoir, pour ceux qui ont vraiment une difficulté, après une durée d'exercice suffisante et un chiffre d'affaires déclaré suffisant de pouvoir bénéficier de 6 mois d'assurance chômage, ça nous convient. Et en tout cas, je pense que la mesure telle qu'elle est maintenant calibrée correspond à un besoin et évite une catastrophe là aussi qui aurait pu être extrêmement périlleuse. Donc il fallait adapter effectivement aux situations. On ne démissionne pas comme ça du jour au lendemain. Un travail, c'est aussi un environnement, des habitudes, etc. Et donc le fait de pouvoir introduire cette possibilité tout en l'encadrant, c'est plutôt une bonne chose parce que on ne décide pas quand même de démissionner en arrivant un matin dans l'entreprise, même si on peut vouloir le faire et on réoriente un peu cette possibilité. On se dit, si on veut changer de projet, on est alors accompagné par l'assurance chômage. Moi, je trouve que c'est un pas qui est intéressant. Toutes ces mesures sont contenues dans un projet de loi intitulé « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble bien permettre une certaine liberté, toutes ces mesures? Écoutez, non. Une liberté. Déjà, il y avait la rupture conventionnelle qui permettait souvent à des gens qui avaient un projet de pouvoir quitter une entreprise. Donc, globalement, pour ces gens-là qui ont déjà beaucoup de moyens de se projeter dans un projet, etc., les choses ne vont pas changer. On avait une promesse de campagne faramineuse, pharaonique, extraordinaire, vous allez voir ce que vous allez voir, et on se retrouve avec 2 fois 20 000 personnes au plus haut qui pourraient être touchées. Et on nous dit, ce sont des nouveaux droits, et en face, on va mettre des sanctions, on va mettre des choses, etc., parce que, soi-disant, pour compenser. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc moi, je trouve ça très bien que les auto-entrepreneurs, je trouve ça très bien que les démissionnaires, pourquoi pas. Mais il ne faut pas dire que d'un autre côté, en contrepartie, on va contrôler davantage et enlever des moyens, l'accompagnement. Parce que ce qui se passe, c'est ça, en réalité, à Pôle emploi. C'est plutôt intéressant de dire, si on rate une réunion, on n'est pas radié 2 mois. Il y a moins de moyens pour l'accompagnement. Savez-vous que c'était un peu automatique et bureaucratique. 50% des demandeurs d'emploi qui devraient être en
accompagnement renforcé, n'ont pas de rendez-vous dans les 3 mois suivant leur inscription. Aujourd'hui, c'est la situation à Pôle emploi. Donc passer de 200 à 600 personnes pour chasser les fraudeurs, alors qu'on sait qu'ils sont minoritaires, et dans le même temps baisser de 3800 postes, eh bien écoutez, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. C'est des effets d'annonce sur, bon, on va être vertueux, on va lutter contre la fraude, et de nouveaux droits. C'est l'accompagnement des chômeurs. Dans les faits, on baisse les moyens à l'accompagnement. François Omri, Alain Griset, aussi sur la méthode du gouvernement, sur la consultation des partenaires sociaux, des syndicats. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment entendu, écouté? Alors un mot peut-être sur ce qu'on appelle les promesses de campagne. C'est devenu un peu le mantra de ce début de quinquennat. Vous savez, moi je suis le président d'une organisation syndicale qui représente l'encadrement, et nous on pense que la démocratie ne s'est pas arrêtée le 7 mai. Et que justement, faire l'exercice de la démocratie, c'est faire l'exercice aussi de se confronter avec les forces sociales que représentent les corps intermédiaires. La démocratie, elle doit être vivante. Et moi, ça ne me dérange pas que sur certaines promesses de campagne, certaines phrases qui étaient inscrites sur les flyers des meetings d'avant le 7 mai, on ait l'occasion d'y revenir et d'en discuter. C'est un peu ça quand même, la démocratie. Elle est vivante et il faut intervenir dedans. Donc moi, je suis un peu entre les deux par rapport à la méthode. J'ai toujours dit, je l'ai reconnu, que le gouvernement est très disponible, très disposé à nous écouter. Le président nous a reçus, ça n'est pas rien. Il a pris du temps pour nous recevoir, partenaires sociaux, il nous a écoutés. Et il arrive un moment où, c'est vrai, sur certains sujets... Vous êtes suffisamment associé aux arbitrages? Non, moi je dis qu'on n'est pas suffisamment associé. Moi je dis que sur certains sujets particulièrement sensibles, et notamment ceux qui touchent de façon substantielle la vie des salariés, le code du travail, son application, non, on n'a pas été suffisamment attendu. Et certaines réformes ont été faites sous un angle, de notre point de vue, beaucoup trop dogmatique, et que l'on n'a pas suffisamment pris en compte les points de vue du terrain que nous représentons. Vous êtes d'accord, Alain Griset? Tout d'abord, une petite précision sur, madame, les indépendants. Ce n'est pas fléché sur ce que vous dites des auto-entrepreneurs. Non, il y a auto-entrepreneurs. Non. Auto-entrepreneurs, madame, c'est un régime fiscal et social. Ces gens sont aussi travailleurs indépendants. Et donc, ça concerne l'ensemble des indépendants. Tout à fait. Sur la méthode, d'abord, on est sur un projet de loi qui va prendre en compte l'apprentissage, la formation et l'assurance chômage. Donc, c'est un ensemble global. Et il y a eu des méthodes différentes utilisées par le gouvernement. Il y a eu sur... l'apprentissage de la concertation. Il y a eu sur l'assurance chômage de la concertation. Sur la formation professionnelle, c'était la négociation. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, lorsqu'il y a eu concertation, c'était mieux que quand il y a eu la négociation. Parce que la concertation nous a permis, aux uns et aux autres, de passer plus de temps en direct avec la ministre, avec son cabinet, et qu'en ce qui concerne notre organisation, on avait un certain nombre de mesures à proposer, il a fallu du temps pour les expliquer, c'était plus facile. La négociation, ce qui nous a gênés, c'est pas de négocier avec nos collègues, bien au contraire, on a passé du temps. Ce qui nous a gênés, c'est qu'au bout du compte, la négociation telle qu'elle a été faite n'a pas été reprise en totalité. Donc, il vaut mieux faire une concertation dans laquelle nos propositions sont reprises qu'une négociation dans laquelle il n'y a pas de suite. Alors, Julien Bargeton. Mais la démocratie, vous l'avez bien dit, c'est un ensemble. Donc on respecte les engagements qui ont été pris devant les Français et en même temps, on écoute les propositions, les critiques, les remarques. Muriel Pénicaud reçoit très souvent les organisations syndicales et professionnelles, le Premier ministre également, le Président de la République. Donc il y a une vraie écoute et ensuite il y a un chemin entre la nécessité, c'est normal, de tenir compte des projets de transformation qui avaient été présentés aux Français, et puis de les amodier, les nuancer, prendre en compte des propositions nouvelles, comme ce qui est fait notamment sur l'assurance chômage. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Moi, je ne partage pas la critique qui dit qu'il n'y a pas de concertation. C'est pas vrai. On a vu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de négociations. En revanche, tout n'est pas repris, c'est logique, mais les projets ont évolué. Oui. Sophie Taillé-Polian, justement, sur cette méthode du gouvernement, Moi, ce que j'observe, c'est que quand il s'agit d'aider, les entreprises, alors là, on est vraiment dans la rapidité, les ordonnances, etc. Par contre, quand il s'agit de s'intéresser quand même au sujet de la lutte contre les coups à court, là, on renvoie. Donc, dans cette méthode-là, il y a aussi le fait que des fois, on va vraiment très vite, on est vraiment efficacité... mais c'est rarement en faveur des salariés. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. On continue notre multiplex avec vous, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences. À vos côtés, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Absolument. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Avant de parler bien sûr du reste de l'actualité, une réaction à la garde à vue de Nicolas Sarkozy, garde à vue toujours en cours depuis 8 heures maintenant. Quand il y a une garde à vue surtout d'un ancien président de la République, c'est qu'il y a des éléments. Moi, je n'ai pas pour vocation à commenter une affaire judiciaire qui est en cours, donc je ne le ferai pas. Je me réjouis simplement d'une chose, c'est que ce matin, j'ai entendu beaucoup de responsables des Républicains notamment, appeler au respect de la présomption d'innocence. J'aimerais souligner qu'ils ont fait de grands progrès, puisque certains d'entre eux ont appelé à la démission de Nicolas Hulot, de Gérald Darmanin il y a encore quelques semaines, mettant et foulant au pied la présomption d'innocence. Je suis heureux qu'ils aient retrouvé la raison. Est-ce que la droite a quelque chose à se reprocher dans le financement de la campagne de 2007 ? Ce sera à la justice d'en décider et de déterminer les circonstances de financement de cette campagne. Un autre sujet maintenant, la semaine sociale chargée, bien sûr la mobilisation de jeudi. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a lancé l'idée de la gratuité dans les transports publics. Paris, c'est un sujet qui vous intéresse, on le sait. Cette idée de gratuité, elle n'a aucun sens ? C'est pas que ça n'a aucun sens, mais la gratuité, c'est une vision de l'esprit, puisque rien n'est jamais gratuit. Il y a des services publics qui sont gratuits, comme l'éducation, mais ils sont financés par des impôts, par des taxes. Et donc, l'idée qu'on peut avoir un service demain rendu gratuitement sans que ça coûte rien à personne est une idée assez fausse. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'interroger sur les nouveaux modes de transport, sur les nouvelles mobilités, sur comment on peut accompagner les personnes pour qu'ils prennent moins la voiture et plus les transports en commun. Mais c'est une démarche globale. Là, c'est un peu électoraliste. À 2 ans de l'élection, ça va finir par se voir. Électoraliste, on retiendra le mot. Alors justement, cette mobilisation de jeudi, est-ce que vous craignez, le gouvernement, une coagulation des mécontentements ? Est-ce que ça peut être le point de départ, bien sûr, d'un grand conflit social contre les réformes que vous défendez ? Nous, ce que nous craignons, c'est l'immobilisme dans le pays. C'est finalement ce qui a fait beaucoup de mal à notre pays depuis 30 ans, à savoir que les décisions, parfois difficiles, parfois courageuses, elles ont toujours été repoussées, se disant que les prochains le feraient à la place des gouvernements en place. Eh bien, nous verrons, nous sommes évidemment attentifs, nous sommes à l'écoute. Je rappelle que sur le nouveau pacte ferroviaire, 70 réunions de travail sont encore prévues avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux pour trouver des points d'accord et pouvoir inscrire dans la loi les avancées qui seront discutées. Quelle que soit la taille de la mobilisation jeudi, le gouvernement tiendra ? L'objectif, c'est de transformer le pays. C'est le mandat que nous avons reçu du peuple français et c'est le mandat que nous comptons mener à son terme. Les défenseurs des services publics, certains disent qu'ils seront dans la rue. Ils sont aussi au gouvernement puisque c'est au gouvernement que nous défendons les services publics et notamment le service public ferroviaire. Est-ce que vous serez vigilant sur la mobilisation de jeudi ? Nous serons évidemment vigilants. Nous écoutons ce que les Français ont à dire, mais nous sommes aussi extrêmement déterminés à conduire la réforme que nous avons engagée. Un dernier mot très rapidement sur la réforme des institutions, un sujet qui intéresse beaucoup ici les sénateurs. Édouard Philippe a remis hier ses conclusions au chef de l'État, Emmanuel Macron. Est-ce que le bras de fer avec le Sénat, il est inévitable ? Mais moi, je ne crois pas qu'il faille parler de bras de fer ou de guerre, de tranchées ou autre. On est en train de réorganiser la vie démocratique de notre pays. Quand on a des gens qui ne se rendent plus aux urnes, quand certains se réfugient soit dans l'abstention, soit dans des votes extrêmes, quand des partis ne sont pas ou peu représentés dans nos assemblées, on doit s'interroger et se dire que peut-être on a besoin d'une nouvelle respiration démocratique et de remettre un peu d'oxygène dans un air qui était devenu parfois irrespirable. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Merci. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction à ce placement en garde à vue de Nicolas Sarkozy. Saveria Rojek, vous êtes avec l'ancien ministre, le sénateur LR, Gérard Longuet. Bonjour Gérard Longuet, merci Bonjour. de répondre à nos questions. Une réaction après la garde à vue de Nicolas Sarkozy, une garde à vue qui est toujours en cours. Quand il y a une garde à vue, c'est qu'il y a des éléments, surtout quand on parle d'un ancien président de la République. Pas du tout. C'est une procédure. Non, mais vous savez, Nicolas Sarkozy a fait l'objet, et il n'est pas le seul homme politique, de très nombreuses poursuites, de très nombreuses mises en examen qui ont toutes abouti à cet instant à des non-lieux. La garde à vue, c'est une procédure que le juge d'instruction peut utiliser et qui a pour objet, en quelque sorte, de préserver les éléments d'information pour éviter que telle ou telle personne puisse communiquer. Nous avons affaire à des faits qui ont plus de 11 ans, qui sont parfaitement connus à travers les médias et la presse, et pour lesquels il y a sans doute rien à apprendre de plus. Monsieur Nicolas Sarkozy, le président,
Sarkozy peut être entendu, il pouvait être entendu sans cette forme toute particulière qui s'adresse, en effet, comme vous l'avez dit, dans le feu de l'action d'une procédure judiciaire, à un présumé délinquant dont on se dirait qu'il peut fuir la justice ou cacher des éléments. Tel n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un abus de pouvoir, cette garde à vue? C'est en tous les cas, dans la forme... Un abus de pouvoir des magistrats? C'est un abus de méthode. Si vous voulez, il faut que qu'un homme soit entendu, qu'un homme politique, qu'un ancien président soit entendu, pourquoi pas. Il pouvait l'être par une simple convocation. Je n'imagine pas un seul instant qu'un président de la République qui a été élu au suffrage universel par la majorité des Français se fût dérobé à une convocation d'un juge. C'est donc une forme excessive au regard de la personnalité même de Nicolas Sarkozy. Sur le fond de l'affaire, est-ce que la droite a quelque chose à se reprocher dans le financement de la campagne de 2007? D'abord, la droite, ça n'existe pas. L'UMP, aujourd'hui les Républicains. Non, l'élection de 2007, à l'élection de 2007, les comptes ont été vérifiés par la commission compétente. Ils ont été reconnus, peut-être y a-t-il eu des rectifications. À aucun moment, il n'y a une trace quelconque d'un usage considérable d'argent étranger, fût-ce libyen, fût-ce de n'importe quel pays. C'est à cet instant, pour la campagne présidentielle, jamais établi. Il n'y a pas le début d'un commencement de preuves de dépenses en argent. Il y a des témoignages devant la justice, devant les magistrats. Que des gens fassent de l'argent en se servant du prétexte politique, c'est possible. Et ça a malheureusement toujours existé. Mais en l'espèce, concernant la campagne de Nicolas Sarkozy, rien n'a été démontré puisque les comptes ont été approuvés par l'autorité compétente. Vous êtes choqué par le traitement réservé aujourd'hui à un ancien président de la République? Je suis complètement choqué parce que c'est un ancien président, mais c'est le président des Français. C'est-à-dire qu'une majorité de Français, à un moment donné, en 2007, s'est exprimée pour lui. Mais aujourd'hui, il est injusticiable comme les autres. Il est injusticiable comme les autres et justement, il a le droit au même respect que les autres. Un particulier pour une affaire qui a plus de 11 ans et pour laquelle, à aucun moment, la personne ne va se dérober à la justice, ne relève pas de la garde à vue. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Marie Van Lerenberg, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Pas-de-Calais. Vous êtes membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. Le président Pierre-Louis Bras a été auditionné ce matin au Sénat. Également sur ce plateau, j'accueille Philippe Pillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire confédéral, secteur retraite à Force Ouvrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, René-Paul Savary. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Marne et vous êtes également membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. Et enfin, pour nous éclairer, Simon Rabaté est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques, justement spécialiste de ces questions de retraite. Première question pour vous, messieurs les sénateurs. Cette réforme que nous présente Emmanuel Macron, est-ce que c'est une réforme utile, une réforme pourquoi faire, après avoir entendu justement le Conseil d'orientation des retraites ce matin? Même sans écouter le Conseil d'orientation des retraites, je pense que le Sénat avait déjà manifesté depuis de nombreuses années sa volonté de contribuer, c'est ce que nous sommes en train de faire, à une réforme systémique des retraites. Je crois que les réformes paramétriques ont montré un intérêt évident puisqu'on est pratiquement à l'équilibre aujourd'hui avec encore un léger déficit, mais on peut dire que les efforts qui ont été faits par les salariés et aussi un peu par les retraités ont porté leurs fruits. On revient de loin. Mais on a dit que c'était, autrement dit, hein, on est au bout de ce système qui doit, pour exister, pour se maintenir, se réformer pratiquement tous les 3 ans. Donc le but qui est recherché par le président de la République, c'est d'arriver à un système plus équitable, plus juste pour l'ensemble des salariés. Avec le système envisagé par Emmanuel Macron, René-Paul Savary, on n'aura plus besoin justement de faire une réforme des retraites tous les 3 ans? Si, quel que soit le système envisagé, il faudra trouver une adaptation parce que les paramètres évoluent. Je crois qu'effectivement, le Sénat s'est penché déjà largement sur une réforme, plus volontiers tourné d'ailleurs vers un système à points. Disons les choses telles quelles, c'est-à-dire un système plutôt à cotisation définie par rapport au système par annuité, qui est un système plutôt à
dit à prestation définie. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que le système soit bien sûr techniquement faisable. On sait maintenant que c'est techniquement faisable, mais il faut qu'il soit aussi politiquement acceptable. Puisqu'il faut que nos concitoyens, qui ont le sentiment d'ailleurs, notamment chez les jeunes, que leur retraite ne sera pas à la hauteur de leurs espoirs, puissent comprendre les adaptations qui seront éventuellement proposées. Alors justement, je le disais, vous avez entendu le président du corps. Je vous propose de l'écouter. Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Il y a une réduction dans la plupart des scénarios, une augmentation dans l'un. Mais attention, le fait qu'elle ne dérape pas ne signifie pas qu'elle se situe au bon niveau. Si je viens chez vous et que je vous dis la température chez vous ne va pas bouger, c'est une bonne nouvelle si le thermostat est à 20. Si le thermostat est à 35 ou si le thermostat est à 5, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc moi, je ne dis qu'une chose. Je ne dis ça ne dérape pas, le thermostat ne bougera pas, mais au niveau politique, vous êtes tout à fait en droit de dire soit mais on demande beaucoup trop aux actifs et ça a des effets délétères sur la compétitivité, sur l'incitation au travail, sur ainsi de suite, ou vous êtes tout à fait en droit de dire on ne demande pas assez aux actifs, les actifs sont prêts à faire plus d'efforts pour les retraités et on devrait se situer non pas à 14% mais à 18%. Et ça c'est un débat politique qui a un sens plein, je dirais. Donc moi en tant que technocrate, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut penser là-dessus. Simon Rabaté, que vous inspirent ces propos de Pierre-Louis Bras. Il faut la faire, cette réforme systémique des retraites ? Par rapport aux points qui ont été soulevés précédemment, c'est vrai qu'il y a la question de l'équilibrage un peu du système de retraite. Parce que vous disiez que le système est équilibré aujourd'hui, mais comme ça a été dit un peu par M. Pierre-Louis Bras, le système est équilibré uniquement dans certaines hypothèses de macroéconomiques. Donc il y a des hypothèses, si on a 1% de croissance, par exemple, le système n'est pas équilibré. Ce qui est quand même... Rappelez, ça représente une masse financière considérable, plus de 300 milliards d'euros, c'est 14% du PIB aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, on a un déficit de l'ordre de 1,5% du PIB, avec des hypothèses de croissance à 1%. Du coup, voilà, on n'est pas forcément dans un équilibre assuré. Et du coup, c'est là un peu l'intérêt de cette réforme systémique ou structurelle, au-delà de l'unification des régimes et du caractère équitable d'unification des différents régimes. C'est l'idée quand même de mettre en place des stabilisateurs, on va dire automatiques, un peu sous l'exemple de ce qui a été fait en Suède ou dans d'autres pays ou en Allemagne, qui permettent justement de mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que le système, sans être directement automatiquement ajusté, sans qu'il y ait besoin de rien faire, mais tout de même à certaines propriétés qui permettent de réagir automatiquement aux évolutions de la croissance ou du chômage pour maintenir l'équilibre. Parce que c'est quand même ça aussi qui explique qu'on a eu énormément de réformes dans les années récentes et à un rythme soutenu, c'est que le système n'a pas de propriété auto-équilibrante. Ouais, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que le système des retraites se réforme. Philippe Pillet, est-ce que vous êtes inquiet par la réforme à venir d'Emmanuel Macron ? Inquiet, c'est peut-être pas le mot, mais on va déjà attendre ce qui va sortir effectivement du discours présidentiel qui est évidemment attendu. Les points d'achoppement, ces messieurs en ont parlé. On va vers un système à cotisation définie, ce qui veut dire très clairement que à partir de ce moment-là, la masse de ressources sera définie, et quel que soit le nombre de retraités qu'il va y avoir, il faudra partager une masse qui est définie. Donc inévitablement, on risque d'aller, en tous les cas c'est l'analyse qu'on fait, on risque d'aller vers une diminution des pensions, pas en facial évidemment, mais en pourcentage par rapport au taux de remplacement. Le vrai sujet de la réforme, c'est le taux de remplacement. Les 37 régimes, alors le candidat, il avait besoin évidemment de... Le taux de remplacement par rapport à quoi ? Le taux de remplacement, merci monsieur le sénateur. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre sa dernière paye et sa première retraite. Si votre dernière paye, vous avez 1000 et à votre retraite, vous avez 750, le taux de remplacement, il est de 75%. Merci. Et donc, le vrai sujet, il va être là, plus que l'unification qui ne va pas être si simple que ça quand même, des 37 qui ne sont plus 37 en réalité. Oui. Jean-Marie Van Larenberg, il faut malgré tout redonner confiance. On a souvent aussi le sentiment que les jeunes, quand on leur parle de retraite, fatalement, ils se disent, on sera lésés. Je pense que c'est à cela que le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu répondre. C'est à la défiance qui s'installait, notamment chez les jeunes. Il disait, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on sait qu'on n'aura pas de retraite.
Ce qui est faux, vous l'avez parfaitement précisé, on peut arriver à un système auto-équilibrant. Je crois que la recherche qui est en cours dans la réforme systémique, c'est de trouver ça. Le point d'équilibre entre les cotisations et effectivement les pensions. L'objectif, c'est pas de baisser les pensions, même, je dirais, en pourcentage du PIB. C'est pas ça l'objectif. Je crois que nul ne l'a écrit, nul ne l'a dit, mais c'est d'arriver effectivement... Pardon, Jean-Marie Van Lorenberg, qu'il n'y aura pas justement de baisse des pensions avec cette réforme. Mais écoutez, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre des partenaires sociaux, ça va dépendre des politiques. C'est de trouver le bon point d'équilibre entre les cotisations. Ça dépend effectivement de la croissance économique, ça dépend du chômage, ça dépend de la démographie. On a des paramètres qui sont indépendants, si j'ose dire d'ailleurs, mais qu'il va falloir effectivement maîtriser globalement pour trouver l'équilibre au niveau... et surtout permettre d'assurer visiblement un avenir au système des retraites. René-Paul Savary. Pour reprendre les modèles de pays voisins, le modèle suédois, on revient d'un déplacement d'ailleurs de Suède, et on voit bien que le système n'est pas aussi parfait que ça quand même. Il faut être tout à fait attentif, parce que les retraités disent bien que la retraite est basse. Ils partent à un âge à la retraite qu'on ne pourrait pas présenter ici dans notre pays. Et l'équilibre comptable, si la réforme effectivement est simple sur le plan technique, c'est ce que je vous disais précédemment, derrière, ça veut dire l'équilibre. Et l'équilibre, si c'est pour que ce soit le niveau de pension qui baisse pour équilibrer des cotisations, effectivement, on voit bien que ce n'est pas le système que la France va accepter. Donc il faudra de toute façon trouver un système qui n'est pas pur. Il faudra toujours qu'il y ait la solidarité qui vienne compenser pour que les efforts de contribution soient compensés pour les plus faibles par une rétribution, une redistribution en tout cas par différente. Donc par l'impôt, par différents moyens. Mais on voit bien que juridiquement ou techniquement, on peut faire la transition. En tout cas, c'est ce que j'en ai jusqu'à présent retenu, mais pas non plus à n'importe quelle condition. Simon Rabaté, est-ce qu'on peut faire cette réforme sans toucher à l'âge légal de départ à la retraite? Je rappelle qu'il est de 62 ans en France. Pendant la campagne présidentielle, la droite notamment proposait 65 ans d'ici à 2022. Est-ce que c'est tenable, ces 62 ans? L'âge en tant que tel, dans un système notamment en points en compte notionnel, n'a pas forcément le même sens que dans le système qu'on connaît actuellement. Notamment, c'est le cas en Suède. En fait, en Suède, ils ont un âge de départ minimal qui est finalement à... encore à 65 ans. Ils vont passer à 67. Mais avec un problème qui est lié au fait que voilà, les gens partaient, on va dire, trop tôt donc pour les Suédois à cet âge-là, de 65 ans, par rapport à des niveaux de pension, et ce qui leur amenait à des niveaux de pension trop bas par rapport à ce que le système attendait. Donc les gens... repousser moins leur départ en retraite que ce qu'on aurait voulu avoir pour maintenir des taux de remplacement élevés. Donc dans un système un peu comme ça, l'âge minimum finalement a vraiment un sens différent. Donc dire on maintient les mêmes paramètres que dans le système précédent alors que l'âge minimum n'a pas forcément le même sens, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. D'autant que ça a été rappelé par le reportage d'Audrey Vuettaz, on pourra choisir de travailler plus longtemps afin d'améliorer sa pension. Absolument, je crois que l'intérêt du dispositif, c'est d'avoir un choix où l'assuré prend des risques et se prend en main et assume davantage que le système au jour d'aujourd'hui où c'est l'État qui fixe les paramètres. Mais attention, en Suède, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier, puisqu'il y a un fort système de capitalisation, et notamment les complémentaires sont par système de capitalisation et non pas par répartition. Pour être clair, les cotisations dans le système par répartition, les cotisations que versent les gens au travail servent à payer les pensions de ceux qui sont à la retraite. Le système de capitalisation, même collectif, est différent, puisque vous capitalisez en vue de votre retraite. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être attentif dans les examens, mais il faut trouver un système qui correspondent bien aux attentes des Français. C'est d'ailleurs cette part de capitalisation aussi qui a amené des problèmes lors de la crise en 2008. Tout à fait. Du fait des fonds qui ont été placés, qui ont du coup
baisser un moment les retraites. Philippe Pouillet, pardon. Jean-Marie Van Renberg nous assure que les pensions ne vont pas baisser, mais est-ce que les cotisations vont augmenter? C'est un risque? Alors, je laisse la responsabilité évidemment aux parlementaires. C'est pas de ma responsabilité, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la réforme tend à faire que les pensions ne diminuent pas, évidemment pas facialement. Je rappelle effectivement qu'en Suède, c'est ce qui est arrivé quand même, avec un système dit automatique. Le gouvernement suédois, devant le risque social, a été obligé de débrayer son système pour ne faire qu'une baisse, entre guillemets, de 3 ou 4% quand même. Donc ça peut exister. Maintenant, sur l'âge légal, je pense qu'il faut faire le fameux 62 ans. Il faut faire très attention. Monsieur Rabaté vient de le dire. L'âge légal, si on passe dans un système en points, n'a plus aucune utilité. En revanche, où j'ai une nuance avec messieurs les sénateurs, c'est que j'ai du mal à concevoir le concept de salarié acteur de sa retraite. Je le conçois, heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'être, mais pour les plus fragiles d'entre eux, aujourd'hui, parmi les plus fragiles, ceux qui ont les plus petites pensions, il y en a 40% qui, au moment où ils font liquider leur retraite, ne sont plus sur le marché du travail. Ces 40%, c'est pas négligeable. Ces 40%, eux, ne seront acteurs de rien du tout. Ils seront condamnés, pardonnez-moi l'expression, mais seront condamnés à des minima. C'est pour ça qu'il faut toujours un système de solidarité. Et bien sûr. Nul système n'est parfait. Et on n'a pas non plus, en transformant l'outil que peut être le passage en compte à points ou en compte notionnel, on n'a pas pour autant réglé l'équation budgétaire. Donc de toute façon, il faudra agir sur plusieurs paramètres. Et on sait qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut effectivement intervenir. Jean-Marie Van Renberg, un système universel, ça ne veut pas dire non plus un système unique. On parlait de cette question des régimes sociaux. Est-ce qu'ils vont fatalement disparaître? De toute façon, je vous l'ai dit, il va falloir trouver, avec toutes les notions qu'on vient d'évoquer, le point d'équilibre. On n'est pas obligé de copier ni la Suède, ni l'Allemagne, encore moins l'Italie. Je dirais, il faut que nous inventions un système qui permette d'assurer une pension acceptable par tout le monde. Et qui puisse être accepté aussi par les salariés. Je rappelle qu'on est toujours dans un système par répartition, où ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Donc, il va falloir effectivement inventer ce système et y introduire tous les régimes spéciaux, avec des dates de départ à la retraite différents, des notions de pénibilité qu'il va falloir aussi introduire, et c'est tout à fait possible. Parce que je trouve que la notion ou de points ou de compte notionnel est assez malléable, parce qu'elle est individuelle et qu'on peut introduire un certain nombre de considérations et de paramètres qui sont individualisés. Donc je crois que c'est de nature à satisfaire. C'est quoi la différence pour le téléspectateur entre une retraite par points et par compte notionnel, Jean-Marie Van Renberg? La retraite par points est relativement facile à comprendre. C'est un système contributif. Vous, à l'euro, dès le premier euro cotisé, on vous donne un point, ou une partie d'un point, et ce point va être valorisé ensuite, au fil du temps. Il y a une valeur de départ, et puis après, il y a une valeur de service au moment où on est en retraite. Le notionnel, c'est beaucoup plus automatique, parce que c'est la cotisation qui va se traduire immédiatement, effectivement, par une pension. Voilà, différente selon l'espérance de vie. C'est un compte virtuel. Voilà. On introduit. Et on introduit l'espérance de vie. Ce qui fait qu'on calcule l'équilibre par génération. Donc, vous prenez des personnes de générations différentes, elles peuvent avoir des retraites différentes, même si elles ont des cotisations différentes. C'est pour ça que le système de solidarité est tout à fait important. Ce qui fait que le slogan du candidat qui est devenu président de la République n'est pas un bon slogan. 1 euro cotisé ne donnera pas les mêmes droits, quel que soit le statut et tout, si on va sur des comptes notionnels. Parce que ça sera génération par génération. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Sur les points, on a l'habitude, on connaît Agir Carco, ce sont effectivement des points. Je me permets de revenir sur les régimes spéciaux, dits spéciaux. Pourquoi? Parce que de réforme en réforme, ces régimes deviennent, passez-moi l'expression, de moins en moins spéciaux. On parle de la SNCF. Sur le papier, un conducteur de train peut partir à 52 ans.
dans 4 à 5 ans, c'est-à-dire demain en termes de retraite, il pourra toujours partir à 52 ans, mais il lui faudra 166 trimestres pour avoir sa pension à taux plein. Si bien que devant la règle de 3, s'il a 150 trimestres, on lui servira une pension de 150 divisé par 166, si bien que devant cette évidence financière, il sera dans l'obligation, entre guillemets, de rester. Donc, attention à pas trop fantasmer sur les régimes spéciaux qu'ils sont de moins en moins. Et ce qu'il faut, ce qui est important aussi, c'est de trouver la place des régimes complémentaires. On l'a bien vu ailleurs. Ce sont déjà pour la plupart des régimes en points. Alors que pour les salariés du public, c'est un régime intégré, base et complémentaires sont ensemble. Donc il faudra bien trouver une solution qui fasse prendre en compte cette affaire-là, et la place des partenaires sociaux est également à définir dans le nouveau système. Donc je crois qu'effectivement, il y a encore beaucoup de points à régler. Oui. Et un point que je voudrais qu'on soulève aussi, c'est les avantages sociaux liés à la maternité. Les femmes ont peur aussi d'être les perdantes de cette réforme, Simon Rabaté. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans le système actuel d'avantages qu'on appelle les droits familiaux, qui sont associés à la naissance et à l'éducation d'enfants. Après, a priori, dans n'importe quel système, on peut traduire les avantages et les droits familiaux qui existent aujourd'hui dans un système en points en compte notionnel. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence de fond. Tout est plus ou moins traduisible en l'état. Donc là, il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes d'avantages spécifiques pour les femmes. A priori, il n'y a pas d'enjeu. Vous donnez pour tous les régimes sociaux spéciaux, la pénibilité, la maternité, vous donnez des points en plus. Vous valorisez différemment. Enfin, il y a différentes méthodes pour pouvoir... La solidarité nationale. C'est la solidarité. Alors, le problème, c'est savoir qui va le prendre en compte, si c'est l'État directement ou si c'est le régime lui-même de retraite et par la cotisation. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose de très souple. Mais, comme on le dit toujours, le diable se niche dans les détails. Et au-delà de la formule qui est brillante d'ailleurs, à 1 euro cotisé, les mêmes droits, quel que soit effectivement le statut ou la date de départ à la retraite, je dirais il va falloir effectivement beaucoup travailler. Si vous permettez, ça masque quelque chose. On n'échappera pas à une politique familiale. Digne de ce nom. Revoir la politique de la dépendance, puisque les personnes vivant de plus en plus longtemps, il faut qu'elles vieillissent en bonne santé, et on connaît le problème de la dépendance. Donc on voit bien que le champ d'investigation est très large pour trouver le meilleur système, parce que le rapport cotisant-pensionné, dans les années qui viennent, est quand même un rapport qui limite l'intérêt d'un dispositif trop pur. Oui, simplement sur le 1 euro cotisé, parce que je pense que ça, c'est une formule effectivement qui a la force de la simplicité, mais la dangerosité aussi de la simplicité. Le président de la République, il n'y a pas très longtemps, a été interpellé au Salon de l'Agriculture et n'opposait pas, mais mettait d'un côté, il y avait un cheminot, de l'autre côté, un agriculteur. Oui. Quand le cheminot va cotiser 3 euros sur une base, l'agriculteur, je pense que les malheureux, s'ils pouvaient cotiser 3 euros sur la même base, ils le feraient. Mais l'agriculteur, s'il ne cotise que sur 1 euro et sur une base de moitié, à la sortie, l'agriculteur aura une retraite 6 fois moins importante que le cheminot, puisque c'est l'exemple que j'ai pris. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça, mais je me permets de m'adresser aux politiques, parce que ne pas laisser à penser que tout est réglé et que tout le monde aura la même retraite. Vous prenez un exemple qui est, je dirais, assez parlant, et surtout en ce moment, mais ça va être exigeant pour chacun. Si on va avoir une retraite, là, pour le coup, on saura d'emblée à quoi on peut s'attendre. Aujourd'hui, il faut avouer que c'est complexe. Et donc là, on pourra s'attendre, si on n'a pas cotisé, à avoir effectivement peu de retraite. Donc c'est exigeant. Je rappelle que quand même par le passé, effectivement, les revenus des agriculteurs, même c'est vrai encore pour certains, étaient faibles, qu'ils négligeaient la retraite, pensant pouvoir négocier effectivement, quand ils étaient propriétaires, la vente de leurs terres, négocier le transfert de leur exploitation. Et on a vu le sort réservé à une proposition de loi communiste récemment dans l'hémicycle. Simon Rabaté, on a commencé ce débat. Je voulais juste revenir sur la question un peu du taux de cotisation, qui est en fait, je pense, ce qui a été rappelé en introduction par le président du corps. C'est vraiment la question centrale. C'est à la fois la question centrale en termes de convergence des régimes, parce que si on passe à un régime unifié,
on va quand même fusionner des régimes qui ont des taux de cotisation rétrospectivement différents. Donc là, il y a une grande question même de savoir, dans le nouveau régime, est-ce qu'on veut maintenir des taux de cotisation différenciés ou est-ce qu'on veut avoir le même taux de cotisation pour tous les régimes? Donc ça, c'est une question de fond, mais qui est liée aussi à la question en général sur le système de retraite. C'est quel est le taux de cotisation qu'on veut mettre dans le régime et pour financer quelle retraite? Et donc c'est vraiment l'intérêt aussi de ces régimes un peu par contribution définie, un peu indirecte, c'est qu'ils posent finalement la vraie question politique sur les régimes de retraite, c'est combien est-ce qu'on a envie de mettre de notre PIB dans les retraites. En complément de ce que vous dites, c'est-à-dire faut-il maintenir des régimes complémentaires pour tenir compte effectivement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des situations très spéciales où il sera difficile d'unifier, de fusionner. Oui. Mais je dirais les régimes complémentaires, ils sont là pour ça. Ils sont pas. On n'a pas dit. Le président n'a pas dit qu'il les tuait. Comme un casse-tête. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-Marie Van der Renberg. Merci à Simon Rabaté. Merci René-Paul Savary. Merci à vous, Philippe Pillet. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny Arave. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, administratrice UNSA ferroviaire au CA de SNCF Réseau. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Marc Fressoz. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé des transports chez Contexte. Et puis deux sénateurs. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Longeau. Vous êtes sénateur centriste du Doubs. Vous êtes le rapporteur de la proposition de loi d'Hervé Maurey dont on va parler. Et puis Marcel Bourquin. Bonjour, sénateur socialiste du Doubs. Première question pour vous, Fanny Arave, puisqu'on a vu effectivement le Sénat se saisir de cette question de l'ouverture à la concurrence. Il y a nécessité d'un rééquilibrage, selon vous ? Oui, tout à fait, parce qu'on l'a bien vu pour les lignes à grande vitesse, les grandes lignes, donc dans la solution qui semble-t-il préconisée, qui est de l'open access. Donc il y a un besoin quand même de garantir des dessertes donc, aux voyageurs qui ne sont pas forcément les plus rentables. Donc pour ça, il y a plusieurs positionnements possibles. Ça peut passer par de tarification d'infrastructures un peu adaptée qui pénalise moins des dessertes qui sont peut-être un peu moins rentables en nombre de voyageurs et de capacité financière des voyageurs eux-mêmes. Et il y a les deux options. Il y a la notion de service, de mission, la notion de tarif aussi. Et effectivement, une possibilité de contrat pour un peu imposer finalement un minimum de services obligatoires, on va dire, de services publics pour assurer les dessertes, notamment des villes moyennes. Jean-François Longeau, quel est l'objectif poursuivi par ce texte ? L'objectif poursuivi par la PPL émanant d'Hervé Maurey et de Louis Nègre, c'est effectivement l'aménagement de notre territoire. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, d'abord parce que nous sommes sénateurs et nous sommes élus des territoires, donc il faut que nous prenions en compte ces territoires. Et ce matin, en commission d'aménagement du territoire, j'ai proposé un amendement qui a été adopté d'ailleurs à l'unanimité sur le fait de se dire, si vous avez, comme dans l'appel d'offres, si vous avez comme lot, par exemple, Paris, Marseille, eh bien dedans, on vous dira, effectivement, il faut aller jusqu'à Nice. Parce qu'il ne faut pas, ce que disait Hervé Maurey dans votre reportage, il ne faut pas que les opérateurs se penchent uniquement sur les lignes qui sont des lignes bénéficiaires, mais il faut aussi que ces opérateurs puissent prendre en compte les lignes non bénéficiaires. Et pourquoi cet amendement ? C'est tout simplement parce que on ne peut pas non plus prendre en otage le public qui, sur l'exemple que j'ai pris, Paris-Marseille, descendrait à Marseille, irait sur un autre quai, attendrait un TER ou un TET pour se retrouver à Nice 1 heure ou 2 heures après. Je crois qu'il faut qu'on continue à avoir un service de qualité au service de nos concitoyens et à la desserte de nos territoires. Marc Fressoz, vous pensez que les sénateurs vont pouvoir tordre le bras des opérateurs dans ce contexte justement de libéralisation du secteur ? On va pouvoir leur imposer des trajets alors qu'on a vu avec le rapport Spinetta que certaines petites lignes n'étaient pas rentables. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le cadre est fixé, on le connaît. Bruxelles dit qu'il va falloir ouvrir le TGV à la concurrence et le TER à la concurrence. La question, c'est plutôt est-ce que le Sénat va tordre le bras au gouvernement, puisque en fait, il y a une compétition, il y a la tortue d'un côté, c'est le Sénat qui a lancé sa proposition de loi, sa réflexion à la fin du quinquennat Hollande. Et là, on a le gouvernement qui veut faire très vite avec une des ordonnances et qui n'est pas d'accord avec le Sénat. En gros, il y a deux écoles, la SNCF et le gouvernement disent qu'il faut que ce soit une concurrence en open access, c'est-à-dire que il y a déjà la SNCF qui exploite Paris, Marseille, Nice,
Et demain, il faut permettre à d'autres d'arriver, de les concurrencer, lancer leur train. Et on sait que celui qui est déjà en place, il a un avantage parce que l'autre, il ne connaît pas le marché, il doit acheter des trains, former des cheminots, etc. Et le Sénat dit c'est dangereux parce que, en fait, si on fait ça, les opérateurs vont aller vers les dessertes les plus riches, en fait. Tout à fait. Et du coup, il y a l'idée de faire des franchises, enfin d'attribuer, si on comprend bien, à des groupes. Mais du coup, c'est risqué aussi, parce que c'est risqué pour la SNCF parce qu'un opérateur étranger, je sais pas, la Deutsche Bahn ou Trenitalia, peut faire une offre très compétitive avec des coûts très bas et remporter la desserte de toute une région. Du coup, voilà, on sait pas. Enfin, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Marcel Bourquin, c'est vrai que les régions auront un choix à faire. Le risque, c'est qu'elles aillent au plus offrant. Vous me permettez déjà une remarque. Est-ce que l'ouverture à la concurrence est la bonne solution? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Nos barrages, et ainsi de suite. La totale. Tous les services publics, un jour ou l'autre, vont demander de mettre en concurrence nos écoles. C'est quoi ce travail? Vous avez vu ce qui se passe dans les hôpitaux? Le système anglais qui a tout privatisé, vous avez vu dans l'état où il est? Il se pose la question aujourd'hui de le renationaliser. Et donc, déjà qu'on ait un débat sur cette question. Première question. Il n'a pas eu lieu ce débat. Mais non, il n'a pas lieu. J'ai l'impression que l'Europe ne sait plus réfléchir uniquement que par concurrence. Et la vraie question aujourd'hui, c'est ce que disait Jean-François Longeau tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une concurrence effrénée sur les lignes les plus rentables et le reste du territoire. Fini. Il y aura des bus Macron à la place. Et ça, je vous le dis, si on laisse faire, nos services publics seront dans un état de démantèlement total. Moi, je comprends les cheminots qui se battent contre et je les soutiens aujourd'hui. Ils ont raison. Présenter le statut des cheminots comme un chiffon rouge en disant à la population en entier, vous vous rendez compte des avantages qu'ils ont alors qu'on vient de verser 5 milliards aux plus riches dans la dernière loi de finances et on présente un cheminot qui gagne environ 2 500 € par mois comme un privilégié. On est où là? On va revenir à des fondamentaux à peu près normaux? Est-ce que l'ouverture à la concurrence est forcément synonyme de dégradation de la qualité du service public? L'ouverture à la concurrence n'est absolument pas adaptée au ferroviaire. On est dans un système monopolisé. Ça a déjà été fait pour le fret, pourtant, Fanny Arav, ça a déjà été fait pour le fret. Avec quel résultat? On est dans un système extrêmement capitalistique, avec des contraintes techniques de sécurité très importantes, et on est sur des systèmes capacitaires limités. On n'est pas des électrons ou des ondes, on n'est pas substituables, on n'est pas des petites cuillères productibles à l'infini. Donc, dans ces conditions-là, on a effectivement une ouverture qui ne peut se faire que par des dégradations, parce qu'on est sur des formes de contraintes avec des coûts de transaction, même en termes de la théorie économique, sans vraiment être rationnel économiste. C'est effectivement une gabegie financière. Merci. On va substituer donc des services qui aujourd'hui marchent par une péréquation plus ou moins reconnue. On va le transformer en subventions publiques qui vont ne faire qu'augmenter. Qui vont faire commenter ce qu'on va avoir, 2-3 entreprises. Je ne suis vraiment pas persuadée que 3 entreprises en situation d'oligopole privé soient tellement plus vertueuses qu'un monopole public. Et je suis persuadée qu'on va avoir au fur et à mesure les demandes de subventions des collectivités locales augmenter, les frais de transaction d'avocats, de juristes assez conséquents, et pour un service qui va au fur et à mesure se limiter, parce que finalement, telle desserte n'est pas si rentable. Est-ce qu'on est vraiment content de ce qui se passe sur les autoroutes? Est-ce qu'on est tellement conscient de ce qui se passe sur l'eau? Faisons le Rex. Cette ouverture à la concurrence, elle est responsable de tous les maux, selon vous? On ne peut plus vraiment faire marche arrière sur ce point. Je ne sais pas si elle est responsable de tous les maux. Simplement, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, il est pour moi, malheureusement, devenu inéluctable. C'est l'adoption du 4e paquet ferroviaire qui a eu lieu en 2016. Nous sommes en 2018. Alors effectivement, on peut se poser la question de se dire comment on fait pour remettre en cause ce qui s'est décidé en 2016? Ou de se dire, maintenant on y est, on ne fait rien, ou alors on anticipe, on essaie de préparer au mieux cette mise à la concurrence et on fait un certain nombre de propositions. Je crois que c'est ce qui est dans la PPL qui sera soumise au Parlement le 28 mars prochain. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, que cette PPL soit inscrite à l'ordre du jour des débats du Sénat, c'est qu'il y aura un débat, qu'il y aura des propositions. Ce matin, le débat en commission d'aménagement du territoire
était excessivement riche, excessivement riche. Il y a eu des propositions qui étaient des propositions très sérieuses. Et je ne sais pas si aujourd'hui, effectivement, le constat, Martial Bourquin a raison, vous avez raison, mais le constat, mais aujourd'hui, il est qu'il y a une ouverture qui est celle de l'adoption du 4e paquet ferroviaire. Et donc, je ne vois pas comment on fait. Avec la fin du monopole SNCF, Martial Bourquin, quand même, vous voulez une révélation aujourd'hui, un scoop? Allez-y. L'eau, chez nous, le fait de la passer en DSP passe par des appels d'offres et tout cela. Elle est à la concurrence. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, l'Allemagne a refusé mordicus de mettre ça en concurrence? Ce ne sont que des régies publiques. Lorsque la question est venue, puis que des grandes entreprises comme Veolia ou d'autres ont proposé, ils ont refusé. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir, pour l'Europe, parce que je suis européen, et je pense qu'une grande partie de nos problèmes vont se régler en Europe, mais qu'on arrête avec cette alpha et d'oméga de la concurrence libre et non faussée. Je pense que ce que fait la Suisse aujourd'hui, ils sont à 8 km de chez moi. Ils ont un réseau extraordinaire qui irrigue les villages, les petites villes, les villes moyennes. Plusieurs compagnies. Avec plusieurs compagnies, mais dirigées par une compagnie publique, publique, et avec des investissements très importants. Le problème, où il est le problème? Parce qu'on essaye de mettre le problème, la faute parfois des problèmes de transport sur les cheminots. On a mis sur le tout TGV. On a laissé tomber les petites lignes. On les a fermées une par une. Et on a manqué d'investissement sur le réseau ferroviaire. Aujourd'hui, au moment où nous avons une crise concernant l'environnement extraordinaire, est-ce que nous allons nous décider de dire dans ces infrastructures ferroviaires, nous avons besoin la SNCF avant cette libéralisation? Parce que, en fait, la SNCF, c'est un service public auquel les Français sont attachés, mais qui se rabougrit. Parce que ça coûte de plus en plus cher. En fait, il y a un truc, il y a une notion qui s'appelle l'inflation ferroviaire, c'est-à-dire les coûts de fonctionnement de la SNCF sont supérieurs aux coûts de la vie normale. Donc, ça veut dire que les salaires augmentent, les coûts de structure augmentent plus vite que l'inflation et que donc, on ne peut pas demander aux clients. On ne peut pas, comme l'avait fait la SNCF pendant des années, augmenter les tarifs du TGV plus que l'inflation normale. À un moment donné, les gouvernements ont dit à la SNCF stop. C'était quand Ségolène Royal est intervenue, a dit voilà. Donc du coup, comme la SNCF coûte de plus en plus cher, il faut faire en sorte qu'elle maîtrise ses coûts pour être plus forte et éviter ce que tous les élus dénoncent, c'est-à-dire la fermeture des petites lignes. En même temps, vous disiez on a fait du TGV, mais c'est vous aussi. Tous les élus ont demandé du TGV. Donc vous avez poussé l'État, la SNCF à investir des milliards dans des lignes à grande vitesse pour que vos villes soient reliées. Et aujourd'hui, vous vous dites on ferme les petites lignes, quel dommage. Non, ça ne devait pas être au détriment. On pouvait avoir un projet TGV sur certaines grandes lignes et avoir un projet de desserte globale. On a peut-être été trop gourmand. Je voudrais qu'on entende de Fanny Arabe, puisque vous parliez de la question des tarifs. C'est intéressant aussi. Aujourd'hui, on voit bien que la situation de monopole de la SNCF conduit l'usager à ne pas avoir le choix dans les tarifs. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être aussi à une baisse des tarifs avec une ouverture à la concurrence? Vous croyez sérieusement? Non. Non. Aujourd'hui, les tarifs voyageurs aujourd'hui sont quand même pas mal encadrés. Alors, et jusqu'à présent, la SNCF n'a jamais été jusqu'au plafond de l'encadrement. Mais les tarifs sont encadrés. Il y a également certaines quantités de sièges qui sont attribués à un certain nombre de tarifs sociaux. Moi, je ne sais pas quels va devenir ces tarifs sociaux. On a toute une gamme tarifaire qui permet, suivant le temps qu'on prend en avance ou pas pour le TGV, un peu ce modèle yield management, mais qui est yield management un petit peu contrôlé. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, on semble aller plutôt vers une tarification totalement libérée. Personne ne parle des tarifs sociaux, de leur devenir, des tarifs sociaux, mais aussi des contrats avec des grandes entreprises ou des services publics, comme des contrats qui existent par exemple avec la gendarmerie ou la défense.
Alors, on ne sait pas quel sera le devenir de ce type de tarif. Donc moi, je suis à peu près sûre qu'il y aura des augmentations de tarifs. Il n'y a aucune raison. Alors ça dépend, sur une ligne. dans certains pays où justement il y a eu cette ouverture à la concurrence. Si on prend la Grande-Bretagne ou l'Italie, ça a eu des conséquences différentes sur la baisse des prix. Angleterre, plus de 60%. C'est quand même un tarif... en Italie, ça a baissé. En Italie, ça a baissé parce que l'infrastructure a baissé. Le péage a baissé de 40% en même temps que l'ouverture à la concurrence. Donc automatiquement, comme les péages font partie du coût total, ils ont pu baisser d'autant le tarif de sortie. Et en fait, il faut vraiment faire très attention dans ce que l'on met en compte dans ce qu'on appelle le coût de l'exploitation. Est-ce qu'on parle de la tarification d'infrastructures qui sont dedans? À quel niveau? Est-ce qu'on parle des coûts structures, des coûts de masse salariale? Moi, j'ai un exemple. On parle pour réseau, par exemple, de la masse salariale à peu près équivalente en termes de montant au montant des achats. Parce que oui, le rail coûte cher, le fer, il y a eu des hausses de métaux, et ça à prendre en compte. Et la qualité aussi du réseau. Oui. Ça coûte moins cher d'exploiter un réseau qui marche bien. Hein, comme on l'a été dit, en Suisse, ils ont mis 10 fois plus que nous pendant des années sur l'infrastructure. En Allemagne, entre 3 et 5. Là, ils ont lancé un plan de 15 milliards. Cette année, 9 milliards. La libéralisation du secteur... C'est un débat biaisé. Oui. Hein. On a un débat biaisé. Hein. On a un débat biaisé. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met le chiffon rouge des cheminots, on dit que la concurrence l'ouverture à la concurrence va tout régler. Je pense comme madame qu'on risque de se retrouver avec des billets plus chers, un service moins bon. L'Angleterre est le cas vraiment qu'il faut montrer en évidence parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment une idéologie, une pensée unique. La concurrence va tout régler. C'est pas vrai, elle ne règle pas tout. Mais je ne sais pas, Martial, si la concurrence, effectivement, va tout régler. Mais qu'est-ce qu'on a réglé comme problème aujourd'hui? On a SNCF Réseau qui a 50 milliards de dettes, qui prend à peu près 1 milliard de dettes chaque année. On ne l'a pas réglé, et on n'est pas en mesure de le régler aujourd'hui. On a effectivement l'ensemble des pays ont repris leurs dettes. Tout mis sur le l'ensemble des pays ont repris leurs dettes. Et moi, je rejoins ce que vous disiez tout de suite sur le TGV. Je crois qu'il faut aussi que de temps en temps, nous les élus, on assume un certain nombre de responsabilités. On a voulu relier Bordeaux à Paris, Strasbourg à Paris, et on a voulu faire effectivement des grandes lignes qui vont vite. Vous allez en 1h30 de Strasbourg à Paris, c'est parfait. Mais tout ça, c'est de l'argent qu'on a investi, parfois de l'argent qu'on n'avait pas. On a investi, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a abandonné les petites lignes. Et je crois qu'il faut aussi, dans ce dossier, il est vraiment, pour moi, impératif que, dans le cadre de cette réforme, qui me paraît être une réforme majeure, de permettre aux différents acteurs, dont l'opérateur historique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'opérateur historique peut se préparer, effectivement, à cette ouverture dans les meilleures conditions. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne en compte l'ensemble du territoire. Est-ce que nous n'avons aujourd'hui, il faut qu'on l'assume, je partage ce que vous dites, il faut qu'on assume aussi le fait qu'on a eu une politique, alors elle était bonne ou elle n'était pas bonne, parce qu'au moins on a ces grandes lignes TGV. Eh bien le débat aura lieu dans l'hémicycle la semaine prochaine, en attendant la mobilisation de demain. Merci à vous d'être venu en parler sur ce plateau. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pascale Joannin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Face à vous, Fabrice Pozzoli-Montané. Bonjour, vous êtes le vice-président de l'Association des journalistes européens. Merci d'être avec nous. André Gatolin, également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le vice-président de la Commission des affaires européennes ici au Sénat, sénateur La République en marche des Hauts-de-Seine. Et enfin, j'accueille Patrick Martin-Genier. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, paru chez Sudirama en 2017. Première question pour vous, Pascale Joannin, puisqu'on a entendu l'analyse de Noura Hamadi depuis Bruxelles. Est-ce que les projets d'Emmanuel Macron sont vraiment contrariés dans cette volonté de mettre en place notamment un budget de la zone euro ? C'est un peu trop tôt pour le dire. D'abord parce que ça fait seulement 8 jours que Mme Merkel est revenue au pouvoir. Elle a fait cette visite qui est symbolique, sa première visite à l'étranger pour Paris, pour voir en effet le président, pour lui dire maintenant je suis aux affaires. Elle a dans sa coalition cette fois-ci mis l'Europe un peu plus en avant qu'elle ne l'avait fait dans ses 3 précédentes coalitions. Et quand même la France et l'Allemagne, s'ils le veulent, peuvent faire des choses. Alors, bien sûr, ils ne seront pas seuls contre les autres. Et on voit bien, en effet, vous l'avez dit, qu'il y a des pays plutôt au nord de l'Europe qui, sur la réforme de la zone euro, mais la réforme de la zone euro n'est qu'une des réformes que Emmanuel Macron a souhaité mettre en place. Donc, en effet, là, il peut y avoir non pas des dissonances, mais peut-être, en effet,
des choses qui sont dites par Emmanuel Macron, qui ne sont pas comprises par les autres pays européens, et surtout parce que certains pays européens estiment encore que la France a des preuves à faire de son rétablissement de la situation économique. Alors, c'est en cours, Emmanuel Macron fait des réformes, on voit d'ailleurs aujourd'hui certaines d'entre elles être contestées, mais on ne peut pas dire qu'il ne réforme pas. Donc en effet, mais les pays du Nord estiment que la France a longtemps été le mauvais élève, et donc demandent à voir si en effet cette volonté de réforme est quelque chose de pérenne qui va permettre de remettre la France à l'endroit. C'est vrai que c'était économiquement parlant. Patrick Martin-Géné s'était rappelé dans une interview au journal Le Monde par Mark Rutte de l'exécutif des Pays-Bas. Il y a effectivement cette demande aussi, est-ce que la France respecte les critères de Maastricht ? Voilà, écoutez, il y a effectivement, la France est en voie de respecter, elle ne les respecte pas encore. Effectivement, il y a des progrès à faire. Monsieur Moscovici, d'ailleurs, le commissaire chargé des affaires économiques et financières, l'a dit. Mais en effet, il y a des difficultés sur ce point. Il y a quelques divergences. Je crois que Emmanuel Macron a encore cet élan réformateur parce qu'on attendait beaucoup de lui. Mais il s'aperçoit en effet que réformer l'Union européenne, c'est peut-être plus difficile que de réformer son propre pays. Il y a des motifs de divergence, non seulement avec l'Europe du Nord. On sait très bien que sur la gouvernance de l'Union économique communautaire, et il y a une note qui va être soumise au Conseil européen aujourd'hui et demain. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des divergences. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir une capacité fiscale? Est-ce qu'on doit avoir un budget propre à cette zone euro? C'est tout le problème de la réforme de cette zone euro dont les chefs d'État doivent discuter en effet aujourd'hui. Et enfin, il y a des divergences aussi avec ce qu'on appelle les pays d'Europe de l'Est, qui ne forment pas un tout cohérent. Mais on l'a bien vu sur la révision de la directive des travailleurs détachés, où le Parlement européen n'était pas nécessairement d'accord avec la France. Donc tout ça, on doit avancer plus lentement qu'on ne le pensait. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour essayer de réformer, malgré les divergences qu'on peut voir entre les uns et les autres. Mais sur la fiscalité, par exemple, notamment sur le numérique, on sait très bien qu'on doit choisir à l'unanimité, et ça, c'est extrêmement difficile. Ouais. André Gattolin, on voit bien les enjeux de ce budget de l'Union européenne. Après le Brexit, il faut compenser une perte sèche de 12 milliards d'euros par an pour les finances de l'UE. Quelles sont les options, finalement, sur la table aujourd'hui pour les 27 ? Les options, c'est très clair. La participation des différents États à ce qu'on appelle prélèvement national, c'est-à-dire payer directement le budget, les marges de manœuvre sont extrêmement restreintes puisque toutes les économies sont, contraintes précisément par le cadre de Maastricht et puis la volonté de rétablir les comptes. Donc c'est à travers les ressources propres et précisément la taxation des grands groupes du numérique fait partie des possibilités puisque ça rapporterait quelques 5 milliards d'euros par an, donc ça comblerait à peu près la moitié du manque entre guillemets à gagner avec le départ de la Grande-Bretagne. Je pense que c'est pas la seule possibilité qui existe. Je pense que d'ailleurs sur la question du budget spécifique et propre à la zone euro, on ne pourra pas l'aborder sérieusement tant qu'on n'aura pas réglé les grandes tendances du cadre pluriannuel financier, c'est-à-dire le cadre 2021-2027 qui donnera le cadre du budget européen traditionnel. Après, au-delà, il faudra réfléchir. Quand je vois les réticences des 8 pays du Nord, c'est quand même, il faut bien le dire, une coalition assez hétéroclite entre personnes appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro. On est clairement dans cette Europe des small state influence. On est vraiment dans l'influence des petits États qui profitent que sur un certain nombre de mesures, il faut l'unanimité. Mais il ne faut pas la sous-estimer, cette influence. Non, mais moi, je suis toujours étonné quand je rencontre les Néerlandais qui nous font des leçons de vertu et de bonne gestion. C'est un pays qui, dans les années 60-70, a bouffé sa rente gazière à tout crin. Ensuite, qui a vécu beaucoup des droits de douane et des droits de port de Rotterdam. Finalement, c'était un droit d'entrée sur un tiers du marché européen et qui maintenant joue les rescrits fiscaux à tout crin. Un peu comme l'Irlande, le Luxembourg et d'autres manières. Donc parler de vertu, je pense qu'à un moment, il faudra un vrai recadrage. Je pense que les enquêtes menées par Madame Verstager, justement, sur les questions de concurrence déloyale fiscale, vont être intéressantes, notamment au regard de la situation néerlandaise. Fabrice Pozzoli-Montenay, il faut encore inventer cette fiscalité européenne. Tout reste à faire. C'est un chantier qui dure depuis 15 ans, 20 ans maintenant. La fiscalité, ça n'a jamais fait l'unanimité. C'est un chantier qui est extrêmement difficile à réaliser. Vous évoquiez le fait d'augmenter les ressources propres de l'Europe. Ce qu'on risque surtout de voir, c'est une diminution des dépenses, en particulier vers la politique agricole, vers la politique de cohésion. Et cela, ça risque d'impacter effectivement directement les agriculteurs ou les entreprises françaises, par exemple.
Pascal Joannin, il faut pour autant trouver de nouvelles ressources. L'Union européenne en a besoin, ça a été évoqué, pour aussi la défense et la gestion migratoire. Alors c'est vrai qu'on a en effet des priorités nouvelles et qu'on ne voit pas très bien comment cette équation va pouvoir se faire parce que les États sont très réticents à mettre davantage dans le pot commun, mais en même temps ils disent qu'il faut qu'on fasse des choses. Et c'est attendu par les citoyens parce que l'image qu'on donne aussi, que l'Europe révèle, c'est quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire des choses. Donc c'est vrai que sur cette question migratoire, on se dit c'est quand même quelque chose où l'Europe devrait être plus en phase. La lutte contre le terrorisme ou les questions de sécurité, c'est aussi une attente des citoyens. Mais ils ne veulent pas pour autant que ces deux politiques prennent l'argent ailleurs. Donc il va falloir trouver un équilibre pour que, en effet, les politiques existantes ne soient pas déshabillées et en même temps mettre davantage dans le pot commun pour permettre en effet que l'Europe soit plus lisible par les citoyens parce qu'ils vont dire mais à quoi ça sert si en effet il n'y a pas de possibilité d'agir au niveau européen parce qu'il y a un manque de budget. Patrick Martin-Genier, sur cette question effectivement de cette fiscalité européenne, quelle forme pourrait-elle prendre ? Écoutez, vous savez qu'il y a quelques directives fiscales, mais aujourd'hui c'est extrêmement difficile parce qu'on voit bien que chaque pays essaye de jouer une compétitivité interne. On le voit bien sur le numérique aujourd'hui, où des grandes entreprises multinationales viennent s'installer. Les États jouent cette concurrence en disant moi j'ai une fiscalité moindre et donc j'ai un avantage compétitif par rapport à d'autres pays. Et naturellement ils en jouent parce qu'il y a des coûts moindres des entreprises et donc il faut faire venir l'investissement international. Le problème aujourd'hui, on le voit bien, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir des différences de fiscalité entre les pays pour une question d'exigence fiscale et sociale. On constate la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut la qu'on soit concurrence, cohérent. elle doit se faire avec les pays tiers. Tout à fait. Et donc le seul problème, c'est que, comme vous savez, la fiscalité, ça touche à la souveraineté nationale, à la souveraineté des États, et donc c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord. D'ailleurs, on le voit bien sur la fiscalité des GAFSA et sur le numérique. On voit bien que, et j'ai lu la lettre de Donald Tusk d'invitation aux chefs d'État et de gouvernement, il dit on a un consensus minimal limité sur le sujet, ce qui veut dire que ça va être quand même extrêmement difficile. Mais il y a des projets qui existent sur la table, notamment sur l'assiette commune de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui risque d'aboutir prochainement. C'est actuellement au Parlement européen. Oui. Il y a longtemps que l'Allemagne et la France disent qu'ils vont pouvoir peut-être faire quelque chose de commun. Alors on s'en souvient que ça avait déjà été évoqué par Dominique de Villepin, donc ça fait pratiquement 10 ans. Mais ça serait un signal fort si en effet les deux principaux pays de la zone euro disaient on va faire des choses ensemble, on va rapprocher nos fiscalités pour que peut-être les autres rejoignent un jour. Voilà. Mais en effet, c'est loin d'être fait parce que c'est une souveraineté des États. Et en outre, l'Allemagne et la France, certains pays s'héritent de ce que les deux pays souhaitent un peu régenter l'Europe. Et aujourd'hui, aussi bien le couple franco-allemand est-il indispensable, mais il ne suffit pas à lui-même à entraîner cet élan. Avec On voit bien avant de poursuivre ce débat, je vous propose de réécouter justement ce que disait Emmanuel Macron, c'était en février 2018. Pour ma part, je refuserai que le budget européen serve à financer de la divergence fiscale, sociale ou de valeurs. Le budget européen ne doit plus servir à financer des gouvernements qui ne respectent pas les droits fondamentaux tels qu'ils figurent dans nos traités. Le budget européen ne doit pas servir à financer des politiques dont la stratégie est d'organiser du dumping fiscal ou du dumping social. André Gattolin, on voit quand même qu'il y a ce risque d'un Brexit désordonné qui devienne une véritable ligne de fracture au sein de l'Union européenne. Oh, je ne pense pas. Je pense franchement qu'il y a un moment, il faudra remettre l'Europe sur ses pieds. Moi, je suis pour une Europe fédérale, mais dans une Europe fédérale, il y a un poids qui est donné à chacun des pays. Le fait, on le voit bien, notamment sur l'économie numérique, mais pas que, à travers la fiscalité, des micro-pays s'accaparent une grande partie de la valeur par un différentiel qui est produite sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un problème extrêmement gênant. Je pense que la France a eu un problème ces dernières années de crédibilité en Europe. D'abord parce qu'elle excédait les 3% de déficit et les premières mesures qu'a prises Emmanuel Macron à l'été passé, c'était vraiment de dire nous respectons les engagements. Alors à chaque fois qu'on allait négocier, effectivement, on disait écoutez, on vous a encore prolongé votre possibilité sur le retour à l'équilibre. Et puis l'autre question, c'est effectivement la PAC, parce que tous les pays disent la PAC a été construite pratiquement historiquement pour satisfaire la France
France avec les difficultés de son agriculture, ça bouffe une grande partie de notre budget. Je ne suis pas sûr que notre agriculture se soit autant et aussi bien transformée que ça. Et donc sur ces deux sujets, il faudra donner des garanties. Sur la question politique, on l'a vu depuis quelques mois, après un effet Macron auprès des chefs d'État, effectivement, on l'a vu même au Parlement européen sur le vote sur les listes transnationales. Logiquement, c'était déjà passé, ce n'est pas passé. Il reste une influence Macron extrêmement forte dans la société, dans le monde politique. Par exemple, hier, Sandro Cozzi, qui est le secrétaire d'État aux affaires européennes de l'Italie, enfin il est toujours en exercice, il est toujours en exercice, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, appelle à la création de mouvements de type En Marche. La même chose en Roumanie, dans pas mal de pays. Donc il faut... non, mais c'est peut-être un peu utopique, mais c'est une pression qui s'exerce de la part d'une partie de la population pro-européenne sur un certain nombre de gouvernements. Ça ne sera pas des partis En Marche, mais il existe quand même une dynamique qui existe encore dans l'opinion. La déclaration de M. Macron, c'est assez révélateur de voir que cette déclaration n'a été reprise par aucun chef d'État européen jusqu'à maintenant. La France, il tient des propos qui sont assez fermes, assez forts, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va refuser de verser des fonds structurels à des États européens qui ne respecteraient pas des règles ? De quelles règles parle-t-on ? Les règles simplement posées par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'effectivement... Même avec la Pologne, où il y a un débat extrêmement fort sur la nature de l'état de droit actuellement en Pologne, on n'en est pas là. Non, il y a la Hongrie qui méprise mais de façon systématique toutes les règles européennes en matière d'immigration. Personne ne parle de lui couper les fonds européens. Donc, que signifie exactement le discours de M. Macron à l'heure actuelle ? Je suis désolé, il y a plusieurs avancées qui ont déjà été posées, critiques et même menaces de sanctions qui sont posées par l'Union européenne. Menaces de sanctions, on est bien d'accord. Oui, mais simplement, si un certain nombre de pays se mettent d'accord pour qu'on applique les règles, c'est-à-dire les gens ne sont pas entrés dans l'Union européenne en disant nous voulons pas de la défense européenne parce que nous sommes entrés dans l'OTAN, nous sommes là pour la redistribution économique régionale et pour le libre marché. Si on n'admet pas les principes de droit, y compris les conventions européenne, ça pose un vrai problème, parce qu'on ne construira jamais l'Europe. Patrick Martin-Genier, sur ce point, et je voudrais qu'on avance aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sommet européen. Sur ce point, on remarquera quand même qu'il y a quelques divergences avec le parti de Mme Merkel, la CDU, parce qu'on voit les deux chefs d'État et de gouvernement venir, c'est très bien se concerter, mais il semblerait que le Parti démocrate-chrétien ait peur d'une sorte d'influence, d'une hégémonie de M. Macron en Europe, à tel point qu'on veut freiner son ardeur, par exemple, sur la constitution des listes transnationales. Manifestement, c'est la CDU de Mme Merkel qui a freiné, qui a dit Absolument. Et le PP, en effet. Donc, et puis, il y a aussi, il faut le dire, en coulisses, une lutte d'influence au niveau de Bruxelles. On voit bien que certains postes essentiels de responsabilité sont entre les mains du parti de Mme Merkel, notamment la polémique récente sur la nomination du secrétaire général de la Commission européenne. Donc, tout n'est pas aussi beau qu'on veut bien dire entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a une lutte, effectivement, entre partis politiques. Pascal Joannin, bonne nouvelle en revanche. On sait que l'Union européenne serait a priori exemptée des taxes douanières décrétées par les États-Unis. C'est Cécilia Malmström de retour de Washington qui annonçait cette nouvelle-là. C'est finalement un poids en moins justement lors de ce sommet. Alors si c'est confirmé, parce que j'ai entendu que M. Juncker disait qu'il allait avoir une annonce du président américain dans la journée et que donc ça serait l'objet du dîner de ce soir des chefs d'État et de gouvernement européens. Mais en effet, Mme Malmström est allée à Washington rencontrer son homologue américain. Je rappelle que le commerce est en effet une des rares compétences propres de l'Union. Donc Mme Malmström est investie par l'ensemble des États pour négocier au niveau des 28 le commerce, et qu'elle aurait obtenu, sous la pression en effet d'un certain nombre d'États membres qui sont sur la même ligne, de demander au président américain de revenir en effet sur sa volonté d'associer les pays, les pays de l'Union européenne aux sanctions, ou tout du moins au relèvement des droits de douane tarifaires qu'il veut mettre sur l'acier et l'aluminium, qui concernent principalement en Europe l'Allemagne. Ça concerne la Chine à l'extérieur, mais ça concerne l'Allemagne. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle si en effet elle est confirmée. Ça serait un des épines du pied du Conseil européen en moins. Voilà. Sur ce point, Fabrice. Cette histoire de taxation de l'acier et de l'aluminium, elle est quand même extraordinairement révélatrice de l'ambiance à Washington actuellement. Jamais on n'avait vu les États-Unis proposer d'appliquer des sanctions commerciales à l'Europe. On voyait le président américain désigner comme ami le Mexique et le Canada, sans jamais mentionner l'Europe. Et au contraire,
enchaîné quelques heures plus tard en disant qu'il était prêt à taxer les voitures allemandes. Il y a quand même un changement d'ambiance radical de l'autre côté de l'Atlantique, dont je ne suis pas sûr que les dirigeants européens, et surtout du côté de la Commission européenne, aient pris encore toute la mesure. Parce que là, pour l'instant, on se précipite à Washington pour essayer d'échapper à cette taxation, qui paraît un peu... Mais il y en aura peut-être d'autres sur d'autres sujets, voilà. Voilà, mais on a l'impression qu'on rentre dans un engrenage qui est extrêmement dangereux pour nous. Il est radical dans la forme, il n'est pas radical dans la stratégie, parce que en même temps que M. Trump préserve, entre guillemets, aujourd'hui l'ALENA, il a commencé par taper sur l'ALENA et imposer des droits, notamment sur l'aviation et les avionneurs canadiens, qui fait que Bombardier vend sa filière à Airbus, parce que Airbus a des usines pour produire sur place. Donc là aussi, quand il a essayé de jouer, de distinguer État par État, en disant « je veux un accord bilatéral de libre-échange avec l'Allemagne », oubliant complètement le fonctionnement de l'Union, il y a quand même il faut rappeler quand même qu'un certain nombre de structures industrielles européennes construisent directement aux États-Unis. Donc, Mercedes, BMW, Airbus et j'en passe, même Dassault. Donc, on a en effet, on se tire une balle dans le pied. Là, il se tire une balle dans le pied parce que les mesures protectionnistes, avant de les mettre en place, il faut vraiment voir si on a un lien intérêt et si c'est gagnant. Parce que souvent, ça n'est pas payant. On a déjà eu dans le cadre de sanctions, de droits de douane avec le bois canadien, où en effet, ça n'a pas servi à grand-chose parce que les Américains continuaient à se servir du bois canadien. Donc voilà, il faut faire attention, ces mesures sont assez sensibles et il faut vérifier avant de les mettre en place qu'elles ne se reviennent pas dans la figure comme un boomerang. Non, je pense qu'en fait, il faut prendre en compte la personnalité de Donald Trump, qui est quelqu'un de complètement imprévisible. Vous allez le recevoir en tant que chef de gouvernement au Japon, qui est en France, qui est ailleurs. Il va être très content, puis il arrive à Washington, il dit absolument le contraire de ce qu'il a dit, et c'est quelqu'un qui, finalement, est complètement imprévisible. Donald Tusk, le président du Conseil, parle de nos amis américains. Ce sont nos amis américains, certes, mais il nous a pratiquement considérés comme des ennemis, et notamment lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit que c'était inadmissible qu'il y ait autant de véhicules de marque allemande aux États-Unis, alors que voilà, il voulait prendre des mesures de rétorsion et ce n'était pas bien. Donc il ne nous traite pas d'une façon très honorable, il faut bien le dire, sur le plan international, et on le voit bien que ses propos sont parfois complètement inattendus. On vient de voir que, par exemple... Pardon ? Non, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Tout le monde pense que Trump est idiot et que... Non, je n'ai pas dit qu'il était idiot. Non. Je n'ai pas dit qu'il était idiot. Je dis qu'il était imprévisible dans ses réactions. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient de l'immobilier, et l'immobilier aux États-Unis, ça se joue beaucoup au bluff dans la négociation. Donc on lâche quelque chose qui fait peur pour déstabiliser, et après on replace le niveau de négociation ailleurs. Quand on est président des États-Unis, on n'est pas agent immobilier. C'est confirmé par l'AFP, l'UE sera bien exempté pour le moment de taxes nouvelle, américaines. On ne peut pas se quitter sans parler également de l'ombre de Vladimir Poutine qui plane sur ce Conseil européen. On sait que Theresa May et Emmanuel Macron vont s'entretenir ce soir sur cette question de l'empoisonnement de l'espion Skripal. Pascal Joannin, là aussi, Theresa May, qui assiste aujourd'hui au Conseil, elle ne sera pas présente demain. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut obtenir une unité des 27 sur cette question face à la Russie ? C'est déjà fait. Il n'y a même pas à tourner autour du pot. Tous les États ne se sont pas prononcés. Non, mais les grands États, on va dire les grands États, l'Allemagne, la France, etc. Non, parce que c'est des pratiques qui sont quand même datant d'une période qu'on croyait révolue. Enfin, le KGB est toujours là, et les règles du KGB, c'est qu'on n'est jamais abandonné, et si on veut un jour vous refaire la peau, on le fera, etc. Donc Poutine ne déroge pas à la règle qui est celle de ses prédécesseurs soviétiques. Donc lui, en effet, n'est pas un ami de l'Europe. Il est notre voisin immédiat, donc il faut qu'on ait aussi quand même des liens avec lui, mais à des conditions très particulières. Non, Theresa May, là, a obtenu elle était un peu dans la panade avec le Brexit. Elle a obtenu, grâce à cette affaire, un relan, une unanimité, parce que à l'intérieur de la classe politique, tout le monde était derrière elle au Royaume-Uni, et en Europe, en tout cas, les grands partenaires sont avec elle. Et pourtant, Alexis Tsipras vient de féliciter Vladimir. Oui, mais ça c'est... Patrick Martin-Zunier, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette analyse. Vous aurez remarqué le communiqué extrêmement prudent des ministres des Affaires étrangères de lundi, qui dit qu'il y a de très hautes possibilités que cette
attaques chimiques proviennent probablement du Kremlin. Donc on voit bien qu'on est d'accord. Ce qui est certain, c'est qu'on est d'accord pour condamner toute attaque chimique, quel que soit l'État concerné. Mais aujourd'hui, tous les États n'estiment pas nécessaire d'aller plus loin sur la voie des sanctions, parce qu'aujourd'hui, il y a un principe de présomption d'innocence, si vous voyez ce que je veux dire, sur le plan national comme sur le plan international. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on manque de preuves directes de l'implication de M. Poutine. Autre chose, il faut remarquer qu'au sein même des institutions européennes, M. Juncker lui-même a félicité Vladimir Poutine et a demandé à ce qu'il y ait une meilleure coopération, ce qui a provoqué d'ailleurs quelques irritations, on va dire, de M. Tusk et de certains partenaires européens. La Commission européenne en la matière se veut pragmatique. Mais du côté des Britanniques, il y a eu, dans la presse britannique en particulier, une espèce de fureur à ces propos. Oui, parce que ce sont les plus virulents contre les Russes. Ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, le jour où ils vont partir, c'est une très bonne question. Quelle va être la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, sachant que les Britanniques étaient ceux par lesquels, en effet, ils étaient résolument les plus anti-russes. Moi, ce que je trouve quand même stupéfiant ici, c'est qu'on en est au 15e assassinat suspect en 15 ans, et que c'est seulement maintenant qu'il y a une réaction britannique. Donc on voit qu'il y a quand même, et les partenaires européens ne sont pas tout à fait stupides, se rendent compte qu'il y a une instrumentalisation. Mais ça veut dire quoi? C'est que la politique que menaient les gouvernements britanniques successifs d'attirer les capitaux des oligarques sur la place de Londres faisait qu'on fermait les yeux totalement sur ce qui s'est passé. La spoliation de M. Brother avec Capital Hermitage et l'assassinat de M. Sergei Magnitsky, on n'a rien dit jusqu'à ces derniers mois où enfin l'Angleterre a accepté de prendre des mesures et des lois de rétorsion qui avaient été prises par les États-Unis il y a déjà 3 ou 4 ans. Donc je dis simplement là, il faut bien regarder que l'Angleterre a été prise au jeu perverse qu'elle a eu par rapport à ses capitaux. Perfide. Patrick Martin-Genier, il faut dire aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, le Parti conservateur de Mme May est très gêné parce qu'ils ont tout de même perçu plus de 800 000 livres de subventions des oligarques. Donc cette réaction subite me semble tout à fait surprenante, et on vient d'entendre Boris Johnson comparer Poutine à Hitler, donc la comparaison me semble tout à fait déplacée tout de même. En tous les cas, je vous le rappelle, Emmanuel Macron rencontrera ce soir Theresa May sur ce sujet. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé.